Bonjour Darius Rochebin. Bonjour. Vous êtes à Kiev en direct avec nous. Ce soir, vous êtes dans un abri, vous êtes aux abris, si on peut dire, puisqu'il y a eu une alerte ce matin. Vous êtes à Kiev parce que vous avez interviewé Volodymyr Zelensky. C'est une interview exclusive, exceptionnelle, qui sera diffusée ce soir sur LCI à 20h45. Déjà, comment allez-vous? Quelle est votre sensation en ce moment, alors que vous avez été obligé de vous réfugier? Ben ça va, on est effectivement aux abris, mais vous le voyez là, le téléphone passe, je suis près de la porte. En réalité, on est frappé. Moi, j'étais frappé de la qualité des renseignements sur ces trajectoires du missile. Là, il y a quelques officiers de sécurité d'ambassades étrangères qui nous disent à quel point le renseignement américain en particulier permet de savoir d'où viennent les missiles, leur trajectoire approximative, et en général, ils le savent. Mais évidemment, par sûreté, toute la ville s'arrête. Et évidemment, pour les gens de Kiev, c'est un quotidien qui est très difficile. On est combien dans ces abris-là, à peu près? Est-ce qu'il y a de l'eau? Qu'est-ce qu'on trouve dans un abri? Oui, non, mais tout est très organisé, n'est-ce pas? Mais ici, là, il y a une quarantaine de personnes. Ça, c'est l'abri de l'hôtel où nous nous trouvons, donc c'est des conditions franchement tout à fait confortables. Ouais. C'est beaucoup plus difficile, évidemment, pour les gens de Kiev, notamment ceux du métro, qui doivent s'arrêter parfois très longuement. Tout à coup, au moment où ils vont au travail, là, c'est le moment où beaucoup de gens allaient au travail et qui passent 2 heures dans l'incertitude. Alors, vous êtes à Kiev depuis mercredi. Vous avez obtenu une interview de Volodymyr Zelensky. On voulait savoir comment s'est passée cette négociation. Est-ce que ça a été compliqué? Parce qu'il n'y a pas tellement de journalistes qui ont pu sur place le rencontrer. C'est vrai, c'est la première fois qu'il reçoit dans son complexe militarisé une télévision française depuis le début de la guerre. C'était assez long, évidemment, ces négociations sont longues. On sait le fruit d'abord de plusieurs mois de contact, de plusieurs semaines de négociations plus serrées, mais à l'arrivée, il n'y avait aucune question imposée, aucune question interdite non plus, donc ça s'est fait très, très librement. Une fois qu'il a donné son OK, il était très, très ouvert, et vous verrez dans l'interview, ce qui est très frappant, c'est que alors il y a des moments graves et solennels, notamment il parle des crimes de guerre, de ce qui arrive aux enfants déportés, etc. Mais il y a aussi beaucoup de moments où tout à coup le côté acteur revient. Vous savez, cette fameuse série Serviteur du peuple dont il était le héros. Et là, le côté un peu showman, même un peu cabotin, moqueur, espiègle, joueur, ressort fortement. Et c'est pas un peu gênant pour un dirigeant ? Non, mais vous savez, je crois que c'est son style, il ne s'en cache pas, hein, et c'est le mélange des styles dont il se cache pas du tout. Oui, on va peut-être écouter un extrait de cette interview. Assez fort, on s'aperçoit que la sécurité du monde est peut-être liée à un combat de boxe entre lui et Vladimir Poutine. Un homme, un vrai, s'il veut faire passer un message à quelqu'un, comment dire, du genre s'il veut lui casser la gueule, eh ben, il fait ça tout seul, si c'est un vrai homme, sans recourir au service d'un intermédiaire. Si moi j'avais un message de ce genre à faire passer à Poutine, je le ferais tout seul. Le quoi? Le combat singulier? Toujours prêt, oui. Ah oui, vous êtes prêt à faire un combat singulier avec Vladimir Poutine? Dès demain, oui. Mais ce serait le dernier sommet du président Poutine. Pourquoi autant de négociations finalement? Cette histoire peut se régler sur un ring, Darius. C'est un moment incroyable. Ah, moi j'étais sidéré, je croyais pas mes yeux, parce qu'en réalité, c'est parti, vous savez, sur ce fait rapporté par Le Monde. Lors d'un téléphone avec Poutine-Macron, Vladimir Poutine aurait dit à Emmanuel Macron: ah, tu vas à la salle de boxe, pense que tu es en train de cogner Zelensky. Et quand je raconte l'anecdote à Volodymyr Zelensky, lui, tout à coup, pique la mouche. Je sens qu'il y a une petite fibre un petit peu coque, si j'ose dire, qui ressort. Et vraiment, il réagit très fortement à ça. Il surréagit même en disant, tout de suite, il dit: mais que lui a répondu Emmanuel? Je dis: je ne sais pas, ça, on lui demandera. Et on sent que c'est quelque chose qui le touche beaucoup. Et le côté affrontement personnel avec Poutine, un peu lutte à mort, parce qu'il y a quelque chose de ça à la fin. Politiquement, en tout cas, l'un des deux sera mort à la fin. Et ça ressort extrêmement fortement. Vous savez que d'ailleurs, c'est à Paris, à l'Élysée, que
la seule fois les deux hommes se sont vus assez longuement, seul à seul dans un salon, c'était là. C'était là. Combien de temps a duré l'interview? Est-ce qu'ils ont demandé, est-ce qu'il a demandé à revoir ce qui avait été dit? Non, pas du tout. 50 minutes d'interview. Alors il y a une ou deux interruptions. Alors donc le résultat final sera plus court, mais c'était 45 à 50 minutes d'interview et il n'y avait aucune exigence de coupe ou de contrôle. Non. Ce qui était compliqué, c'était un peu la sécurité parce que c'est un immense quartier entièrement militarisé et tout est fait pour empêcher que les Russes puissent repérer où ils se trouvent. Donc tout ce qui est ondes, téléphone portable, transmission en direct sont proscrites. Et vous étiez tout seul, hein? Comment? Vous étiez tout seul, sans équipe. C'était des équipes de Volodymyr. Non, c'est avec notre équipe. Non, c'est notre équipe. Non, c'est notre équipe LCI TF1. Mais alors là, on rentre un peu dans James Bond, c'est-à-dire on vous a pas bandé les yeux pour vous emmener au QG. Non, mais ça veut dire que vous savez où il est en fait. Ah bah oui. Simplement le but, c'est qu'à un moment, que les Russes ne sachent jamais exactement à un moment M où il se trouve. Alors, en l'occurrence, c'est une maison connue du quartier. C'est la maison des Chimères. D'ailleurs, le décor est un peu chargé, si je veux dire, mais c'est un décor un peu historique. Mais le but, c'est que les Russes ne sachent jamais qu'à telle heure précise, il est là. Oui, vous l'avez senti déterminé dans son combat, j'imagine. Oui. Est-ce que vous sentez une négociation possible? Quel est votre sentiment sur le conflit en lui-même et sur ce qu'il a dans la tête? Évidemment, il dit pas tout ce qu'il pense, c'est-à-dire évidemment, il dit ce qu'il a envie de dire maintenant, et ça n'exclut pas qu'un jour la négociation ait lieu quand même, mais on le sent extrêmement déterminé, extrêmement ses adversaires diront fanfaron, parce que vous verrez, il parle de la reconquête de la Crimée en des termes extrêmement volontaires. Et pour l'instant, c'est ça qui domine. Et même physiquement, d'ailleurs, d'abord, il m'a paru très fatigué, à quand même 10 mois de tension extrême. Et puis après, dès que les choses s'animent, alors sur le mode un peu blagueur que vous avez pu voir, mais aussi sur le mode sérieux et grave, quand il parle des crimes de guerre, il reprend vraiment vie et on sent que c'est un combattant extrêmement déterminé, oui. Voilà. Vous disiez dans une interview qui est passée ce matin sur LCI que on vérifiait même les fenêtres pour voir s'il n'y avait pas des gens dehors, des snipers, c'est ça? Il y a un contrôle anti-radioactivité, il y a les officiers qui viennent encore regarder par les fenêtres pour vérifier qu'il n'y ait pas des snipers à une fenêtre. On se demande comment il y en aurait d'ailleurs, parce que le quartier est entièrement militarisé. Mais oui, il y a une menace sur sa vie, parce que comme il incarne l'État, il incarne celui qui est resté. Et ça, quand même, c'est ce qu'on aime ou n'aime pas Zelensky. Ça, c'est un coup de génie, évidemment. Et donc, sa mort serait pour les Russes un enjeu capital. Ça restera une des rencontres importantes de votre carrière. On sait que vous avez interrogé les plus grands. Certainement. C'est une interview qui vous marque? Ça m'a rappelé, j'avais fait quand j'étais vraiment pigiste, l'interview d'Arafat, et à ce moment-là, on vous appelait 5 minutes avant dans l'hôtel pour vous dire, allez, c'est maintenant. Alors là, on ne vous rendait pas les yeux, mais on vous a tourné dans Tunis pendant de longues minutes en voiture pour que vous soyez désorientés, vous descendiez dans une cave, là vous ne saviez pas du tout où vous alliez. Il y avait un petit côté comme ça, effectivement, qui vous marque dans les conditions de l'interview. Et puis, ce qui m'a marqué là, c'est le côté inattendu, parce qu'effectivement, ce qu'il dit sur le côté combat singulier avec Poutine, enfin, le fait que ce soit un homme de télévision à l'origine, fait aussi qu'il a une liberté de ton assez impressionnante. Est-ce qu'on pourrait dire que LCI est devenue une chaîne pro-ukrainienne, comme certains le disent? Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment, parfois, le logo ukrainien, beaucoup d'Ukrainiens sur les plateaux, et pas beaucoup de Russes, sauf l'ambassadeur? Alors, vous savez, moi j'ai reçu donc avec mon ambassadeur de Russie, l'ancien ambassadeur, Medvedev, l'ancien président russe, Peskov, le porte-parole de Poutine, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Donc, en réalité, on entend évidemment moins et on les renvoie pas dos à dos. Il y a l'agresseur et l'agressé. Il ne s'agit jamais de les mettre dos à dos. Mais on fait toujours attention de faire entendre aussi la diversité des points de vue. En tout cas, LCI bat des records d'audience parce que c'est un conflit qui intéresse, qui passionne. Et c'est vrai que ce sont des débats de qualité. À chaque fois, il faut le dire. Et on attend l'interview de Poutine par Darius Rochebin. Oui. Vous avez essayé ou pas, Darius Rochebin? Vous avez tenté ou pas? Oui.